Mesdames et messieurs, bonsoir, peut-être bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Dans tout le cas, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine chez mes critiques sur Géopolis Télévision, l'émission qui décrypte l'actualité, qui décrypte les sujets en profondeur. Aujourd'hui, nous parlons, c'est difficile de parler de soi, mais nous parlons aujourd'hui de nous, Géopolis. Géopolis, ces grands groupes de presse qui totalisent 20 ans d'existence, 20 ans de cheminement, 20 ans d'une histoire qui mérite d'être racontée. C'est une histoire qui a commencé en 2018, février 2006, par l'initiateur que nous avons le plaisir sur ce plateau, vous allez le découvrir, qui a créé ce groupe de presse pour devenir aujourd'hui, c'est mastodonte dans l'univers médiatique de la République démocratique du Congo, avec notamment un journal, un magazine, une télévision, un site internet, et être la référence dans les traitements de l'actualité économique. Il s'agit bien entendu de William Albert Kalingai, le patron du groupe de presse. Bonjour Willy. Bonjour Junior, bonjour, merci de me recevoir. Merci beaucoup, c'est la deuxième fois qu'on vous reçoit, c'était la dernière fois lors du 19e anniversaire, aujourd'hui nous sommes 20 ans du cheminement au Mans. On va voir avec vous comment vous est venue l'idée, quelles sont vos perspectives, les défis que vous avez traversés pendant ces 20 ans. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec Don Momat. Bonjour Don. Bonjour José Junior. Merci beaucoup, directeur des informations à Géopolis Télévision. C'est avec vous que je co-anime cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui est là en place pour nous parler, nous accompagner sur le plan technique. Mais avant de commencer avec vous, Willy Kalingai, je vous propose d'abord de suivre cet élément réalisé par la rédaction et justement l'élément réalisé par Domomat et qui retrace un tout petit peu l'historique de Géopolis, d'où est venue l'idée. Mais vous êtes sur le plateau pour nous expliquer en profondeur parce que vous êtes les géniteurs justement de cette idée centrale qu'on appellerait Géopolis et vous allez comprendre pourquoi Géopolis et quoi d'abord Géopolis, qu'est-ce que ça voudrait dire. Si je suis en parfaite collaboration avec, parfaite intelligence avec la régie, je vous demande de nous balancer cet élément sur les 20 ans de Géopolis. C'est 18 février 2026. Géopolis Forum célèbre ses 20 ans d'existence. Né en 2006 comme un simple magazine spécialisé dans le mine, le média est devenu, au fil des années, un véritable écosystème, un tri-hebdomadaire, une télévision et surtout une signature éditoriale reconnue dans tout le pays. C'est parti d'une émission tournée ici à Antenne A qui s'appelait Droit à la parole. L'émission était présentée par Willy Kalingai qui avait reçu l'ingénieur Raphaël Ngoy. Et cette émission a accroché et ça a développé une synergie entre Willy et Raphaël. Et c'est de cette synergie qu'est né Géopolis, qui a été un peu l'idée d'un journaliste et d'un expert de mine, en l'occurrence Raphaël Ngoy. Géopolis, avant de devenir une entité autonome, œuvrait dans le bureau de Antenne A et avec nous, comme personnel. Parmi les forces qui ont façonné Géopolis, la formation occupe une place centrale. John Gombois revient sur cet héritage technique et journalistique qui a fait la différence. Il y a un grand travail des relationnels qu'il a fait avec ce nouveau monde pour entrer en contact avec eux, leur vendre un peu ces rêves-là. Et il y avait aussi, nous avons aussi un bon background avec Raphaël Ngoy qui nous coachait du point de vue de ces domaines techniques. Au-delà de ses origines, Géopolis a bâti son identité sur l'exigence, la spécialisation et un leadership bienveillant qui ont marqué son évolution. Géopolis doit être un flambeau qui doit être passé de génération en génération. L'initiateur des Géopolis peut passer, c'est un être humain, mais il faudrait que les gens s'approprient Géopolis comme une démarche pour parler de ce que nous sommes, un scandale géologique. Géopolis doit également atteindre son niveau de parfaite maturité. Géopolis Forum, c'est aussi une nouvelle génération qui reprend le flambeau. Des jeunes portés par l'esprit maison, déterminés à préserver et à faire rayonner cette rigueur qui a fait du média un pionnier du journalisme minier. Et 20 ans après, Géopolis Forum demeure l'un des rares médias spécialisés à avoir traversé 2 décennies tout en restant fidèle à son identité.
Eli, venez de suivre cet élément proposé par Domomat. Je vous ai vu suivre avec attention. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire en suivant cet élément? Est-ce que c'est raconter exactement ce qui s'est passé? Alors, vous savez, c'est difficile de revenir sur les pas que l'on a déjà posés, parce que raconter l'histoire, c'est en réalité faire un choix entre ce que l'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire, ce que l'on sait et ce qu'on a oublié. L'histoire de Géopolis, je crois qu'après 20 ans, je ne veux pas revenir sur la naissance de Géopolis. Géopolis a eu une vie, Géopolis est déjà aujourd'hui dans l'âge adulte. Donc c'est vrai que il y a 20 ans, un peu moins que 20 ans, un peu plus que 20 ans, parce que il faut compter l'année 2005 comme étant une année de maturation du projet. Il y a eu d'abord une expérience avant de rencontrer Raphaël Ngoï, dont on nous a parlé tout à l'heure. Il faut quelqu'un d'autre qu'on ne cite pas, c'est M. Alex Van Hoeken. Alex Van Hoeken est un sujet hollandais, un ingénieur hollandais qui était venu ici et qui travaillait à Sengamine. Sengamine, c'est le projet minier qui est né au Kasaï, juste un peu comme une forme de récompense de la participation zimbabwéenne à la guerre de libération du musée Laurent Désiré Kabila. Donc les Zimbabwéens vont investir à quelques kilomètres de Mbuji-Mayi une nouvelle mine, et cette nouvelle mine, elle va travailler sur la Kimberlite, alors que l'AMIBA a fonctionné pendant longtemps sur la Légionnaire. Donc c'est une nouvelle technologie, c'est un nouveau gisement, et c'est cet ingénieur-là qui est en réalité les directeurs techniques de Sengamine que je rencontre, et ça je le rencontre un peu avant. Et c'est lui qui me demande si je peux aller faire un reportage à Sengamine. Donc le secteur minier, j'y vais d'abord, évidemment, je vais au Kasaï, nous allons à Sengamine, je fais ce reportage, toujours sur Antenne A. Je reviens avec ce reportage, je reste un peu sur ma soif parce qu'il y a tellement de choses à raconter. Un goût d'inachevé. Bien, il y avait un peu d'inachevé parce que il y avait beaucoup de choses, il y avait la loi, il y avait... Et je vous raconte cela parce que nous n'avons pas encore le nouveau code minier. Nous sommes entre 1997 et 2000, donc nous sommes dans une phase de concession. Alors donc je vais rencontrer Raphaël Ngoï un peu plus tard. Un peu plus tard, et c'est dans l'année 2005 qu'on commence à se fréquenter. Lui aussi, il nous permet justement d'aller toucher parce que il y a leur entreprise, parce que là, quand je les rencontre, le code minier est déjà promulgué, et leur entreprise, c'est la première entreprise qui est élaborée sur le modèle du code minier. Donc, qui est passé par l'exploration, qui a découvert un gisement, qui a obtenu un permis d'exploitation, qui a monté une usine et qui commence déjà la production. C'est le premier, donc le premier entrepreneur, la première maison qui est, ce que je peux dire, un produit achevé du nouveau code minier. C'est comme ça que nous allons visiter Fescantum. Et nous allons visiter Fescantum où c'est, à la frontière avec la Zambie, à Lonchi, et c'est là où il y a deux mines, Frontier et Lonchi. Voilà, quand on revient, maintenant le goût est devenu plus puissant. Plus que le goût, c'est la responsabilité d'un secteur totalement ignoré par les médias. Hein, les médias n'en parlent plus. Il existe dans le pays à l'époque à peine. D'ailleurs, il y avait un journal qu'on appelle Moana Chaba, qui était imprimé par la GECAMINE, mais qui était juste un feuillet d'entreprise. C'est comme ça que va naître cette idée de faire un magazine. Et je suis toujours Antenne A, directeur des infos, un peu à la place qu'occupe aujourd'hui mon mat, dans ces infos. Alors je sens bel et bien que s'il faut que je fasse un magazine, je ne peux pas le faire à Antenne A. Ce ne serait pas du tout honnête. D'autant plus que j'ai la confiance de mon patron, M. Abraham Pinas à l'époque. Je vais donc travailler en silence sur le projet et j'irai voir M. Pinas. Je vais lui dire, voilà, moi, je suis en train de développer un projet, je vais faire un magazine, ce ne sera pas une concurrence pour Antena,
Je ne veux pas faire de la politique, je ne veux pas faire la musique. Tout ce qu'Antenne en faisait, je ne le ferai pas. Moi, j'ai fait un magazine sur les mines et je voudrais que vous puissiez me donner votre bénédiction. Parce que je ne voudrais pas que vous disiez que j'ai fait quelque chose dans votre dos. Voilà. M. Penas va me dire, je t'encourage, il faut aller de l'avant, etc. Tant que ce que tu fais ne va pas tuer ce que tu fais chez nous, il n'y a pas de problème. Alors, voilà. La question que j'ai envie de vous poser, vous parliez tout à l'heure du goût aux mines, tout ça, ressources naturelles. Comment expliquez-vous qu'un journaliste aussi talentueux, un journaliste politique de référence, c'est pas pour vous flatter, mais vous êtes une référence dans ces secteurs-là de politique, parce que vous étiez membre d'un club de journalistes politiques dont on connaît les grands noms comme les Kanyimbo, l'actuel ministre de la communication Mouyaya et les autres, l'équipe Amichitois. Et comment cette transition s'opère finalement dans ce contexte-là? Bon, il faut dire qu'il n'y a vraiment pas eu de transition. Je crois que j'ai fait un peu de la politique, l'actualité politique par pression de l'actualité. Parce que vous voyez, quand nous sommes journalistes, moi j'entends le journalisme, on a 3 grands événements qui ont formé un peu notre conscience professionnelle. Moi, dans le journalisme, c'est la conférence nationale souveraine. Vous voyez, donc je suis stagiaire, mais il y a la conférence nationale souveraine. C'est politique, ça nous impose à tous de faire de l'actualité politique. Eh bien, quand la conférence souveraine se termine, c'est la transition difficile, avec Tshisekedi qui est Premier ministre et qui ne l'est pas, qui est démis, qui revient, avec les HRPT, la pression sociale, les événements politiques ont tendance à happer notre attention. Bon, alors, deuxième événement, vous savez, c'est la guerre avec Laurent Désiré Kabila. Cet événement va être encore plus puissamment interlocuteur pour la politique. Et puis, il y a Sun City qui arrive. Donc, nous avons quand même été un peu happés par les événements politiques. Mais sur le plan vraiment de mes propres goûts, j'ai quand même un pied vraiment en économie. Oui, parce que je rappelle que vous êtes détenteur d'une licence en journalisme économique, c'est-à-dire l'économie d'abord, c'est c'est mon choix. Donc, votre mémoire de licence d'abord, c'est sur l'économie. Tout j'ai travaillé sur l'économie parce que je suis quand même passé à l'université de Kinshasa, les gens ne le savent pas assez. J'ai été à l'université de Kinshasa jusqu'à ce qu'on nous a radiés pour l'activisme politique, tout ça. Bon, pendant qu'on a fermé l'université de Kinshasa, moi je suis venu pour ne pas rester au chômage, donc je suis allé dans le journalisme. Alors, l'université de Kinshasa, même celle de Lubumbashi où j'avais commencé, j'avais déjà pris le goût pour l'économie. Je connaissais à peu près les fondamentaux. Donc, quand j'arrive à l'ISTI, à l'époque, on me demande de faire un choix en licence. Naturellement, j'ai fait le choix du journalisme économique. Parce que déjà dans mon mémoire de 3e graduat, je travaille sur la rentabilité de la presse écrite. Donc, je travaille sur comment on peut gérer un journal, comment il peut être rentable. Quand j'arrive en licence, je travaille sur la télévision. Donc, j'ai fait un travail de fond sur la viabilité des chaînes de télévision et l'étude des préférences. Donc, l'économie, ça a toujours été mon choix. Même quand j'étais dans certains journaux, parce que 5 ans avant d'arriver à la télé, j'ai travaillé au Bâtisseur. C'était un journal qui avait une tendance économique très poussée avec le professeur Katanga. J'ai travaillé au Soft. Bon, c'est vrai qu'au Soft, on m'avait collé un peu de couvrir l'IDPS. J'avais beaucoup de sources d'informations à limiter, donc je pouvais faire. Mais tous les journaux que j'ai fait, Politique Hebdo, Insoumis, c'était d'abord la dimension économique, parce que je pense que pour comprendre une société, l'économie est au cœur. Alors, je voudrais parler de la rentabilité, de la viabilité de votre média qui a traversé le temps, mais je voudrais quand même revenir à cette petite question. Lorsque vous créez Géopolis Magazine, c'est un magazine spécialisé, quel est le lien que vous faites tout de suite entre le nom que vous donnez à ces magazines et les secteurs? Le nom, vous savez, la question aussi, je comprends cette question. Sûr. Les noms, concrètement, qu'est-ce que c'est? Le nom Géopolis, c'est un néologisme. Donc, le mot n'existe pas. Je ne sais pas exactement à quel moment ce nom m'est arrivé dans la tête. C'est ce que je l'ai composé de quelle manière. Mais je crois que quand vous allez sur le net, vous trouverez une autre explication. Géopolis existe.
Mais chez moi, il y avait cette tendance. Géo, c'est la terre, notre terre. Nous avons une terre des plus riches. Nous avons une des terres les plus scandaleusement pourvues en ressources minérales. Nous avons une terre où les ressources naturelles ont été largement accordées. C'est une terre donc de prédilection pour tout développement. Police, c'est la cité. C'est la cité. La police, c'est la cité. Mais nous avons, en tout cas, pas loin récemment, nous avons des cités les plus pauvres. Donc, notre terre n'a pas sécrété des cités les plus riches, les plus prospères. C'est qui est donc un paradoxe. Quand vous regardez d'autres pays qui sont pourvus de ressources comme les nôtres, comme le gens de Dubaï, comme certains pays, comme l'Australie, Pays désertique. comme les pays désertiques, comme la Libye avant, vous allez voir que ces pays sont parvenus à tirer des ressources naturelles la force de leur civilisation. Ces pays sont parvenus à mettre en place une économie, une puissance, et ils sont devenus des États puissants grâce aux ressources qui étaient les leurs. Comment nous, avec tout ce que nous avons comme ressources, nous sommes perçus comme un État failli? Comment on est perçu quand vous regardez les tableaux de développement humain publiés par le PNUD? Nous sommes parmi les pays les plus pauvres de la planète. Ça, c'est ce qui m'avait un peu intrigué. Je me suis posé la question, comment nous parvenons à dormir avec une telle contradiction? Qu'est-ce qui est à l'origine finalement de cela? Comment un pays si riche? Les tableaux de Mendeleev, nous avons tous les éléments ici. Pourquoi nous avons des cités où il n'y a ni eau, ni courant, ni soins médicaux, ni école? Pourquoi les Congolais ne se connaissent pas? Pourquoi ils ne se fréquentent pas? Pourquoi il n'y a pas de route? Pourquoi il n'y a pas de compagnie d'aviation? Pourquoi il n'y a pas une forte armée? Donc toutes ces questions m'interrogeaient. Est-ce que les autres pays qui ont des ressources, comment est-ce que ces pays-là font? Donc c'est au cœur de cette interrogation qu'est née la notion de géopolice. En me disant ceci, parce que nous avons un pays qui a des ressources et que nous avons une civilisation qui n'est pas à la hauteur, comment nous allons maintenant faire pour que les ressources parviennent à modifier le rapport que nous avons à la pauvreté? C'est ça où est né Géopolice. Géopolice, c'est donc cette réflexion permanente pour encourager, pour pouvoir, en tout cas, plaider pour que l'usage de nos ressources devienne la force de notre croissance. Voilà un peu Géopolice. Géopolice est né. Ouais. Comment vous faites dans un premier temps pour convaincre les gens autour de vous de venir justement, de vous inviter, de venir parler de ces secteurs, surtout que nous sommes d'abord à Kinshasa, où on ne parle pas trop minerai. Oui, c'est vrai, vous savez, le besoin était là. Le besoin était immense. Des nouveaux acteurs venaient d'arriver. N'oubliez pas que dans 2002, 4 ans avant la licence de Géopolice, c'est le code minier qui arrive, avec plusieurs acteurs qui arrivent. Donc, plusieurs personnes, plusieurs compagnies mondiales arrivent. C'est la période du boom minier à part. C'est le boom minier parce que désormais le Congo est accessible par les privés par rapport aux ressources. Tous ces privés arrivent, la loi n'est pas encore très bien connue, le pays n'est pas encore très bien ouvert, les acteurs qui arrivent ont besoin de se rassurer les uns des autres. Donc la vitrine des médias est une vitrine essentielle. En parlant de ce qu'ils font, vous voyez, je vous donne l'exemple simplement de Fescantoum. Fescantoum est à Lubumbashi, siège social. À Kinshasa, ils ont une représentation. Mais les lieux des opérations, c'est à Sakanya. Et quand vous regardez Sakanya, c'est très loin de Lubumbashi. C'est très très loin de Kinshasa. Donc là où se déroulent les opérations minières, c'est extrêmement loin de là où se décident les questions politiques. Donc nous, quand nous proposons de raccourcir les distances en disant, écoutez, à Kinshasa, comment on saura que ce que vous faites, vous ne tuez pas les populations, mais vous êtes en travail dans les mines, faites des reportages. C'est comme ça que nous avons offert ce regard-là en disant, nous irons sur le terrain, nous rapporterons ce que vous faites et vous allez, d'une certaine manière, communiquer une bonne image de vous.
ça a été net. C'était une offre qui correspondait exactement aux besoins du moment des opérateurs, dont on n'a pas eu besoin de beaucoup les convaincre, et ils sont venus eux-mêmes. À l'époque, c'était bien, on était dotés seuls, hein, donc on a fait tout ça. Tout à l'heure, vous parliez du boom, en tout cas l'apogée des Géopolis entre 2006-2008, donc là vous avez presque tous les marchés. Mais ça, c'est l'idéal, vous vous retrouvez en tant qu'entreprise, mais la rentabilité pose problème parce que nous sommes dans un contexte congolais où les médias ne fleurissent pas. Les médias, il y a floraison de médias, mais qui ne font pas long feu finalement. Comment vous faites pour survivre dans cet environnement? C'est une question pertinente, mais elle est difficile. Parce que, vous savez, parfois je me demande comment on est arrivé à 20 ans. Parce que le secteur était un secteur très florissant. De 2006 à 2008, nous avons quand même connu les fondamentaux. On pouvait engager des spécialistes, on pouvait avoir des jeunes gens venir. On a eu des sessions de formation parce que j'ai quand même fait venir aussi des gens de l'extérieur pour venir former les journalistes ici. On a eu des profs d'université. On dit l'une des forces de Géopolis, justement, à ses débuts, c'est la formation du personnel. Bien sûr. Donc, je savais que d'une manière ou d'une autre, un article de mine, ça se lit jusqu'à Washington. Donc, on ne peut quand même pas se permettre de faire des erreurs. Donc, je me suis ouvert à toutes les compétences. Et ici, je voudrais remercier un homme, on ne cite pas beaucoup, le professeur Kampata, qui était à l'époque, je crois, au fond minier ou dans une des structures de mine. Il a accepté de venir former les journalistes. Je voudrais aussi saluer Benjamin Auger, qui est venu de Paris pour parler des questions pétrolières. Il y en a eu beaucoup. Mais voilà la difficulté de la rentabilité, c'est que les médias ont toujours été supportés par la publicité. Mais notre pays n'a pas de régie publicitaire. Ce qui fait que vous survivez grâce à ce qu'on appelle des communications de promotion. C'est ce qui vous ramène un tout petit peu un feeling. Vous vivez aussi parce que vous avez des abonnements. Vous vivez parce que vous avez de la publicité. Au début, on avait beaucoup d'abonnés. On avait déjà atteint les 500, 600, 700 abonnés. Des gens qui voulaient lire. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, les gens avaient besoin du magazine en main. Et nous avons travaillé ainsi. Mais ce qui a vraiment... le premier choc que nous allons avoir, c'est un choc qui n'est pas directement lié à Géopolis, mais c'est le choc boursier de 2008. Le subprime, vous avez entendu qu'il y avait eu la crise financière en 2008. Cette crise financière a coupé sensiblement tous les budgets publicitaires, communication des entreprises minières. Nous avons commencé donc une descente dans la réalité. Ça a été très très dur. Ici, il faut reconnaître la résilience des collaborateurs. Les salaires ne pouvaient pas être payés pendant un temps. On avait une véritable difficulté jusqu'en 2009-2010. Et pour pouvoir sauver un tout petit peu le magazine, parce qu'il allait disparaître par manque de ressources, nous avons donc créé, dans cette mesure, sous base de la pression, le journal. On va y revenir. Hebdomadaire. Non, on va y revenir parce que nous parlons Géopolis, 20 ans d'histoire du magazine à la télévision. Vous comprenez que c'est un cheminement. On va y revenir, mais on voulait quand même se concentrer sur la fille née de l'entreprise. Les difficultés rencontrées, c'est, vous parlez de la crise financière de 2008 et quoi d'autre finalement qui vous permet dans cet environnement hostile à l'émergence? Vous savez, c'est aussi la tentation de vendre sa propre plume. Parce qu'en réalité, quand les mines commencent à se développer, les guerres de leadership, les miniers, c'est des gens calmes, mais il y avait aussi beaucoup de pression sur le plan politique, sur le plan de l'orientation. Comment nous faisons? Comment nous allons servir qui? Nous avons décidé de servir l'information. La bonne information qui fait décider. Mais quand les gouvernements entrent en contradiction avec un opérateur minier et que celui-ci vous dit « moi j'ai raison, moi je suis votre partenaire », c'est moi qui vous paye. C'est moi qui paye. Donc vous dites des choses contre le gouvernement parce que le gouvernement a tort. Comment vous faites? Je vous prends un seul cas ici qui est très connu, c'est le cas de Toulo.
Tullow, c'est une entreprise pétrolière. Ils ont, ces entreprises, ils ont reçu ce qu'on appelle le partage de production, donc le contrat d'exploration du côté du lac... le fameux CPP. Voilà, du côté du lac Albert, je crois, vers les Tourés. Et ce contrat est remis en question. Le ministre du pétrole à l'époque, le ministre des hydrocarbures, retire ce pouvoir, ces droits à cette entreprise. L'entreprise estime que c'est un abus de pouvoir et l'entreprise fait une campagne médiatique très puissante pour dénoncer le gouvernement. À l'époque, l'entreprise nous sollicite. Nous disons, mais nous ne pouvons pas, simplement au nom des moyens, au nom de l'argent, bafouer les droits à la contradiction. Donc, nous allons parler de vous, mais nous allons aussi demander au gouvernement quel est son point de vue. Et à l'époque, Dieu merci, c'était Lambert Mende qui était ministre des hydrocarbures, c'était lui qui était vraiment... Et il va nous accorder une interview, il va expliquer la situation du gouvernement, et nous allons faire un magazine où nous allons mettre et la position du gouvernement et la position de Tullow. Ça a été une des grandes difficultés majeures, parce qu'à ce moment-là, le gouvernement va vous en vouloir un peu, comme vous avez donné la parole à l'autre, l'autre va dire, mais comment moi je paye? Nous n'étions pas des porte-paroles, nous sommes des médias, donc nous devons traiter cette information. Dans un pays où les médias sont considérés souvent partisans, comment vous faites pendant tous ces 20 ans pour essayer de garder cette impartialité-là que l'on reconnaît au magazine? Sûr. En tout cas, c'est parce que nous avons privilégié les faits, mais simplement par les faits, la responsabilité aussi. Avec le temps, nous avons compris que l'activité économique est une activité de conjonction de plusieurs facteurs. Vous ne pouvez pas rendre compte de ce qui fait en économie si vous ne parlez pas et du cadre organique et du cadre législatif, mais aussi du cadre opérationnel. Or, sur ces différents cadres, vous avez des points d'accès. Vous ne pouvez pas parler de l'activité minière si vous ne connaissez pas la pensée du législateur. On ne peut pas parler des opérations minières si vous ne connaissez pas les niveaux des investissements. Donc nous avons gardé notre ligne parce qu'elle a toujours été celle-là, elle a été définie dès le départ. Nous ne sommes pas un média partisan, mais nous travaillons pour l'information, mais nous sommes un média républicain. Bon, donc, généralement, en tant que formateur, vous avez toujours dit, moi, ce que j'ai choisi d'être tout simplement journaliste. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour la nouvelle génération? La nouvelle génération, c'est difficile. Vous savez, quand on dit simplement qu'on est simplement un journaliste, ça veut dire en réalité, on a traversé toutes les zones de tentation. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont des journalistes engagés, journalistes de gauche, journalistes de droite, journalistes de la majorité, journalistes de l'opposition, journaliste du parti X affamé, journaliste, voilà. Non, le journalisme, c'est un travail qui ne s'embarrasse pas des épithètes. On est journaliste. Tout simplement. Tout simplement. Et on travaille pour ce qu'on appelle l'agora. L'agora, c'est l'espace public, c'est l'opinion publique. On travaille parce que le plus grand patron du journaliste, c'est sa conscience professionnelle. Et la plus grande facilité qu'il a pour œuvrer dans l'agora, c'est l'éthique. Nous avons des règles d'éthique et de déontologie qui nous permettent de servir le désir de la population à accéder à la bonne information. Et quand on grandit dans ces métiers, on arrive à la responsabilité. Ne vous en faites pas. Tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, vous impose de prendre des postures partisanes, ils ne tuent pas en eux les goûts de la bonne info. C'est que les jours où ils veulent vraiment avoir de la bonne info, ce n'est pas chez les partisans qu'ils vont encore recourir. Ils iront finalement vers la personne qu'ils estiment que cette personne-là, elle donne la bonne info. Nous avons tenu, grâce à cela, n'ayant jamais voulu faire le parti de... Comment je peux appeler ça? C'est compromettre. Oui, la compromission. Le parti de... Il ne faut pas tuer le métier. Le métier est magnifique. Le métier ici, il est la conscience de la société. Alors, tous, journalistes, citoyens, opérateurs, nous sommes tous régis par le bon sens et le désir d'apporter à la population l'information qui sécurise. Voilà.
Bon, on va boucler l'aspect Géopolis Magazine, à part peut-être 2-3 dernières questions. On parle par exemple le moment votre apogée en 2008, 2010, vous parliez tout à l'heure, 2006-2008, vous avez organisé des conférences de conférences dans les universités. On voyait Géopolis partout avec beaucoup d'ambition. Mais aujourd'hui, pourquoi ces initiatives sont presque à l'arrêt? Elles ne sont pas à l'arrêt parce que ça fait... Quand vous mettez en place un arbre, vous allez le voir, cet arbre. Il va grandir par ses racines, par ses branches, par ses feuilles. Il va atteindre une posture. Vous allez tout le temps le regarder pour voir à quel niveau cet arbre arrive. Et puis un jour, c'est dans cet arbre que vous aurez des fruits. À partir du moment où un arbre commence à produire des fruits, on ne fait plus attention à l'arbre. On fait attention aux fruits. On fait attention aux fruits. Et ces fruits vont... C'est cet arbre dispersé dans l'opinion. Les jus que vous prenez, c'est peut-être la mangue qui est sortie de votre arbre. Peut-être que la compote ou la confiture, c'est les fruits. Aujourd'hui, 20 ans après, je peux dire qu'on n'a pas besoin de crier Géopolis. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'arbre, Géopolis a produit une culture. Quand vous regardez dans l'espace médiatique, vous allez voir qu'il y a eu 5, 6, 7, 8 d'autres magazines qui ont commencé à parler des mines. Il y a eu beaucoup de télévisions qui se sont concentrées pour ouvrir des rubriques sur les mines. Aujourd'hui, quand le ministre des Mines veut faire une conférence de presse, il n'appelle pas que Géopolis. Il peut appeler une quarantaine d'autres acteurs. Pour nous, c'est une joie immense parce que les fruits que nous avons produits en disant le goût à la question minière des ressources naturelles apportés. On n'a pas besoin de faire beaucoup de pubs parce qu'en réalité, ceux qui connaissent Géopolis, ils connaissent les fruits de Géopolis aujourd'hui. Au-delà de la philosophie, Willy Kalingaï, vous êtes d'abord une entreprise, et donc vous suivez la rentabilité, les profits, mais quand on voit une concurrence comme celle-là sur le marché, est-ce que ça ne dérange pas quelque part? Parce qu'à un moment, comment vous faites pour gérer les flux financiers actuellement? Non, ça ne dérange pas, parce que vous savez, à partir du moment où nous avons toujours je peux appeler un peu une avance. Comme nous sommes sur le terrain, nous pouvons lire à peu près les différentes mutations. Entre 2006 et 2008, je vous ai dit, il y a eu beaucoup, c'était l'envoiement, et puis il y a eu la crise, et puis il y a eu la reprise, et puis il y a eu multiplication. Tout le monde est allé dans cette, on appelait ça cette niche. C'était une nouvelle niche. Les opérateurs miniers sont arrivés. La plupart des gens, d'ailleurs, la plupart des magazines, ici je voudrais vous dire qu'il y en avait en 2010-2011, nous avions répertorié à peu près 15 magazines qui sont nés sur les questions minières. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il n'y en a que 2 ou 3 qui sont restés. Parce que les gens sont venus avec l'enthousiasme de la culture du ramassage. Ils ont ramassé un peu, mais c'est dur de tenir des magazines. Parce que nous ne faisons pas simplement un magazine. Nous avons une rédaction. C'est des hommes et des femmes et des hommes qui travaillent, c'est des bureaux qui sont tenus. Donc, nous anticipons sur les besoins du secteur. Quand ils avaient besoin de la publicité, nous avons offert de la publicité. Maintenant, ils avaient besoin de plaidoyer pour se faire connaître et gérer les questions contradictoires. Nous avons offert notre expertise au secteur. Rappelez-vous, nous nous sommes battus avec mon ami Jérôme Sekana pour pouvoir travailler sur la fiscalité dans le secteur minier, travailler sur les 0,3%, parce que aux entités de base, rien n'est arrivé. Nous avons travaillé comme médias pour pouvoir imposer, demander, supplier, sinon forcer la main du législateur pour que dans la loi qui est venue, quand on a modifié la loi sur les mines, on a dit non, voilà, les entités devraient avoir 0,3%. Aujourd'hui, nous avons des secteurs qui reçoivent énormément de moyens pour se développer. La vérité, c'est que nous ne sommes pas sur un marché concurrentiel. Ce n'est pas un marché concurrentiel parce que l'offre, la demande, elle est individualiste.
une demande de spécialité. Donc quand quelqu'un a besoin de parler, il sait que c'est tel média qui va le faire. On n'a pas besoin de dire, voilà, donnez-nous vos offres. Non, ce n'est pas possible. Quand on veut montrer que l'on a fait des choses importantes, on appelle les spécialistes de la question. Et nous, tant qu'on nous appelle un peu, nous sommes toujours là, nous survivons. C'est vrai que nous survivons dans un contexte où l'aide à la presse n'existait pas. Et je ne voudrais pas parler aujourd'hui des difficultés majeures. Un média comme le nôtre, nous devions ne fût-ce qu'avoir quelque part des subventions, parce que ce que nous faisons, nous le faisons au nom de la République. Nous aidons non seulement les autorités, nous aidons aussi les miniers, nous aidons la population pour pouvoir construire une civilisation de dignité autour des ressources naturelles. Nous devrions normalement être appuyés, mais nous ne le sommes pas. Nous survivons dans un contexte avec les génies de l'inventivité et du service rendu. Parce que si vous avez la capacité de toujours vous occuper des questions, des problèmes de communication des autres, ils finissent par se rappeler que vous existez. Et Géopolis est là, et en tout cas présent, pas dans la publicité, mais dans l'efficacité. Dans l'efficacité, c'est dans ce contexte justement que vous décidez finalement de créer Géopolis Hebdo, qui est une branche de Géopolis Forum. Là, vous parlez de l'actualité, vous parlez de faits de société, comment l'idée est venue et comment vous l'implémentez. J'ai peut-être envie de rajouter tout ça à sa question. Bien sûr. Puisque vous avez dit tout à l'heure que c'est avec la crise de 2008 qu'est né les tri-hebdomadaires. Oui. Qu'est-ce qui change par rapport au magazine? Sur le plan rentabilité, sur le plan de l'orientation des sujets, ou vous devenez... Qu'est-ce qui change au fait? D'autant plus qu'il y a l'impression déjà du magazine, et tout ce qui la logistique et concrètement les livrables coûte extrêmement cher. Vous n'avez pas de publicité, vous rajoutez une autre charge. Oui, ça signifie que nous voulons préserver l'authenticité et la pureté du magazine. Le magazine n'est pas fait pour faire plaisir à des politiques. C'est un magazine qui est là pour les ressources naturelles et surtout pour l'explosion minière dans le pays. Alors, il arrive que nous n'avons plus assez de moyens. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas... Beaucoup d'entreprises ont fermé, n'oubliez pas. Beaucoup se sont retirés parce que ne pouvant pas obtenir des fonds pour pouvoir... Ils ont un peu gelé les différents gisements. Alors, nous faisons quoi? On s'est dit, bon, on ne va quand même pas s'occuper des... On ne peut pas faire un magazine chaque mois, ça devient très très difficile. Mais en même temps, l'actualité est électorale, n'oubliez pas. Donc nous arrivons vers le 2010, c'est le deuxième cycle des élections qui va commencer. Nous sommes donc sollicités aussi par le besoin de couvrir l'actualité électorale. On ne va pas couvrir ça avec Magazine Géopolis. Alors c'est à ce moment-là que nous vient l'idée de faire un tri hebdomadaire qui va nous permettre, d'ailleurs à l'époque c'était une idée de faire des journaux provinciaux. Ça signifie que nous avions d'ailleurs même à l'époque créé une affaire de 5 à 6 titres différents. Et que nous allions imprimer ces journaux ici, mais ils seront distribués dans les provinces. Nous avions un journal vers le Congo central, d'ailleurs qui était dirigé par mon ami Paul Diakese, qui était avec nous, mais lui il avait le pôle central. John Ngomba devait diriger un magazine, un journal pour le Kasaï central. On a mis en place un dispositif, on avait trouvé des partenariats, mais ça n'a pas marché. On s'est dit, bon, on commence par Kinshasa. Alors, nous créons le tri hebdomadaire, d'abord pour survivre, parce qu'il faut continuer à travailler, mais nous le faisons aussi parce que il y a une manne électorale qui fonctionne. Il y a la CENI qui va avoir besoin des journaux, il y a les acteurs, il y a les candidats. Nous mettons donc en place les tri hebdomadaires pour capter l'actualité politique, mais pour éviter aussi de perturber le fond du magazine. Ainsi, Géopolis Hebdo va aller vite. Ça sera facile, ça va être très très vite, et ça va nous permettre de survivre et de traverser la zone des tempêtes. Jusqu'à ce que nous arrivons vers les années 2012, 2013, 2014, nous reprenons un peu des couleurs. Le magazine sort difficilement, mais il sort quand même. Nous reprenons un peu de couleurs parce que sur le plan économique, un certain nombre de réformes qu'on a mis en place nous permettent aussi de voir de nouveaux acteurs. Donc,
Alors on s'est dit, bon, le type va rester. Nous allons donc apporter au tri hebdomadaire notre soutien. Et puis voilà, l'État aussi nous impose de le faire exister comme entité autonome. Donc, alors que tous faisaient partie d'un même groupe. D'un même groupe. Mais l'État nous dit non, vous devez avoir un récépissé différent. Vous devez payer ça, vous devez organiser un certain nombre d'activités légales autour du journal. Donc le journal il va commencer, le journal va se développer. Et d'ailleurs, comme c'était la politique, ce journal a même été scellé une fois. Hein? Donc vous voyez, en 2014, nous avons été scellés. On a même eu un problème avec la justice, mais ce n'était pas par rapport aux écrits. En tout cas, c'est qu'on pouvait peut-être dire autour du journal Géopolice Magazine, mais on va boucler peut-être cette rubrique avec cette question. Comment finalement on a compris les cheminements avec Géopolice Magazine, on voit les cheminements avec Hebdo, et comment Hebdo survit finalement dans cet environnement où il y a beaucoup de journaux qui paraissent déjà qui ont fait grand nom, et comment vous faites finalement dans cet environnement? Bon, il faut dire que Géopolice Hebdo, c'est pas facile, c'est né dans un contexte très difficile. D'ailleurs, la manne publicitaire est presque inexistante. Mais en même temps, je renforce l'écriture. Je renforce l'écriture et je sais qu'il y a une opportunité, c'est que Internet est venu à notre secours. Parce que l'électorat va se développer, l'électorat va grandir. Aujourd'hui, on faisait des numéros en fonction de notre capitale, mais nous avons commencé à développer la diffusion sur les réseaux sociaux, sur Internet, ce qui a permis à ce que nous puissions toucher des sphères un peu plus importantes. Le journal est lu. Il est lu par les responsables. Les articles sont critiqués. Et ça permet à ce que nous puissions créer cette zone de sympathie et qui est assez grande et avec un retour sur investissement. Le retour ici, c'est quoi? C'est la sollicitation, simplement. Donc, on est sollicité de temps en temps pour faire un certain nombre de campagnes. Mais, comme je vous l'ai dit, la presse, elle fonctionne avec des moyens résiduels. Les moyens principaux qui doivent venir de la pub et de la subvention n'existent pas. Ce que nous faisons, c'est quoi? Nous faisons la politique au quotidien. Donc, les peu qu'il y a, nous avons un désir de faire fonctionner la maison, mais en même temps, nous avons la conscience que cette maison ne peut fonctionner que si nous réduisons nos besoins au strict minimum. Donc, je ne peux pas dire que c'est la gloire, mais je peux dire aussi que nous sommes privés de beaucoup de choses. En tant que médias, nous avons survécu grâce à une économie d'échelle qui nous permet d'aller simplement à l'essentiel. Lorsque vous dites que vous avez renforcé l'écriture, concrètement, c'est quoi qui différencie ou qui différenciait ou qui continuera à différencier les tri hebdomadaires, Géopolice, Hebdo, des autres quotidiens, par exemple, que nous voyons, ou des autres publications, tout simplement? Quoi est la spécialité? Nous ne travaillons pas dans l'immédiateté. Les journalistes... Pas dans les scoops. Pas les scoops. Nous ne faisons pas de scoops. C'est un secteur que nous ne tiendrons pas le coup. On ne peut pas en même temps annoncer des choses qu'on n'a pas compris et puis annoncer très vite ce qu'on n'a pas compris parce qu'on veut être les premiers sur les faits et puis en même temps les expliquer parce qu'on les a mal comprises. Donc non, moi j'ai compris que ce n'était pas ça. Nous ne sommes pas un quotidien, nous ne sommes pas une agence de presse. Donc nous faisons de l'information maîtrisée. Vous entrez en profondeur. En profondeur, et je crois que vous qui êtes là avec moi, vos papiers sont bien écrits. Donc vous avez le temps de vérifier les informations. Et aujourd'hui, l'écriture géopolitique est devenue une écriture identifiée. Les gens savent que ça, Géopolice ne peut pas en parler. Ça, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, vous êtes impardonnable quand vous faites des fautes. Parce que j'ai dit, mais comment Géopolice a pu faire ça? C'est pas possible. Et d'ailleurs, chaque fois qu'il y a une faute qui est passée et que quelqu'un d'autre l'a lu quelque part, on me le renvoie. C'est dit, mais comment Géopolice a pu laisser ça? J'ai eu un cas quand même, un cas malheureux, mais bon, c'était malentendu. C'était mon article à moi, ce n'était pas mes collaborateurs. J'avais fait un jour un article sur la guerre des Blancs, hein, mais j'ai mis blanc entre guillemets. Parce qu'il y avait, à l'époque, il y avait Kamitatou
je crois qu'il y avait Katumbi, et ils étaient un peu en conflit avec le défunt fils de d'Okolo. Donc, il y avait, en tout cas, les métis du pays étaient en actualité. Pas forcément de la même manière, avec en contradiction. Moi, j'ai écrit simplement la guerre des Blancs. J'ai mis blanc entre guillemets. Pour ceux qui connaissent les Français, ils savent que ça ne peut pas être... C'est sans se figurer. Mais j'ai eu des critiques de très haut niveau, jusqu'au ministre des Affaires étrangères. Comment vous pouvez... Ça, c'est le racisme. Ça, on ne peut pas écrire ça. Je me souviens même Voilà. de montrance presque de la ministre des Droits humains à l'époque. À l'époque, oui, notre jeune Mouchobekwa qui m'a écrit. Bon, j'étais obligé de faire une excuse. J'ai fait une excuse publique pour dire que ça a été mal perçu et ce n'est pas une excuse. Vous voyez, c'est parce que les gens nous suivent et nous lisent. Et on peut ne pas vous le dire, mais comme je l'ai dit, on mange vos fruits. Sur cette question, j'ai envie d'en ajouter une autre. Que ce soit le magazine ou les tri hebdomadaires, souvent, on parle de l'édito. Et vous en êtes l'auteur. Comment vous faites pour que vos éditos soient toujours un peu spéciaux? C'est pas moi qui l'ai dit, mais ce sont les lecteurs. Comment on voit par exemple récemment, tout le monde a été aux États-Unis et on a d'ailleurs reçu beaucoup de critiques de l'opinion qui dit mais on a vu des journalistes, mais ils n'ont pas expliqué. Mais quand on revient au dernier magazine des Géopolis, on voit que nous sommes rentrés dans la profondeur de la relation entre les États-Unis et la RDC. Comment vous viennent ces inspirations? Non, ça, vous savez pas, les ménages, on se méfie du mot inspiration, hein. Ça risque d'apporter... Les écritures, bon. Mais ici, disons que, ici, dans le cas précis, il faut dire que l'inspiration vient avant l'écriture. Bien sûr. Là, on est tous d'accord. Non, je l'ai toujours dit, écrire, c'est la dernière activité d'un processus. La première des choses, c'est il faut que vous entrez dans l'univers que vous voulez décrire. On y entre par les souvenirs personnels, mais on y entre aussi par la lecture. Ne peut bien écrire que celui qui sait lire en profondeur. Alors, quand on a été dans un événement comme celui de Washington, ce que l'on a vu, ce que l'on a entendu, ça ne suffit pas pour faire un bon papier. C'est ce que l'on n'a pas entendu, ce qui n'a pas été dit, ce qui a été sous-entendu. Ce sont les silences, c'est là que le journaliste doit capter. On a vu un président de la République, trois présidents ensemble, tout ça, les États-Unis, le Rwanda et le Congo, etc. On a vu échanger, ils ont écrit un petit communiqué. Mais ce qu'on n'a pas compris, il faut sortir un peu de ça. Regardez Washington. Comprendre comment le Congo et les États-Unis sont en relation. Cette relation, est-ce qu'elle est simplement entre Donald Trump et Félix Tshisekedi? Je dis non. Chaque président américain a toujours eu une idée sur le Congo. Parce que le Congo, c'est le premier pays africain, 1885, que les États-Unis reconnaissent. Et entre les deux pays, des pays de puissance, parce que n'oubliez pas, les États-Unis, c'est une puissance réelle. Le Congo est une puissance potentielle. Malgré tout, les deux pays ont une relation secrète. Je ne veux pas revenir sur Lumumba, sur John Kennedy. Nous avons donc vécu, et tout ça, il faut le raconter. Il faut comprendre pourquoi la décision de signer à Washington avec les Américains était historique. En quoi est-ce que le président Tshisekedi venait de faire un pas puissant? Pour pouvoir comprendre le pas, il fallait d'abord faire la route en arrière. Et saisir que depuis 1885, chaque fois que l'on a parlé du Congo, de ses ressources, le Congo était absent. C'est la première fois que l'on parle de nos ressources avec nous à la table. Et ça, c'est les journalistes qui doivent les révéler. Ce n'est pas simplement un petit récit, il faut le révéler, il faut montrer cela. C'est comme ça que les éditos, c'est une entrée en profondeur. Vous ne pouvez pas faire un bon éditorial si vous n'avez pas des notions de géopolitique, si vous n'avez pas des notions de philosophie, parce que tout se tient, la philosophie c'est la totalité du réel. Il faut savoir, comme disait Aristote pour terminer,
il faut savoir trouver ce qui rend différentes les choses semblables. Et ce qui rend semblable les choses différentes. Voilà. La leçon est passée. Vous avez retenu. Merci beaucoup, Willy Kalengai. On va terminer cette émission avec les derniers nés de votre groupe de presse, la télévision. Vous qui décriez tout à l'heure les manques de financement, les manques de publicité, et tout à l'heure vous créez en même temps un autre média, donc un journal, et vous ajoutez sur le dos finalement une autre dépense qui est la télévision, avec des caméras qui vous coûtent 5 000 $, un personnel supplémentaire, l'électricité, tout ce qu'il faut. Comment tout simplement ça vous arrive? C'est la passion de faire toujours mieux? Ou peut-être c'est tout ce que l'on voit dans notre pays, l'imitation, puisqu'il y a plusieurs télévisions et puis vous emboîtez le pas. Je suis à la télévision depuis 1995, donc si je comprends bien, vous voyez, ça fait quand même beaucoup de temps. J'ai travaillé à la télé pendant très longtemps. La télévision, c'est un média que j'ai beaucoup aimé, mais la télévision, je m'étais interdit d'y aller avant d'avoir maîtrisé d'abord la presse écrite. C'est comme ça que de 90 à 95, j'ai fait 5 ans dans la presse écrite. Maîtrise de l'écriture, maîtrise des sources, travail sur soi-même. Parce que l'écriture, c'est un travail sur soi-même. Alors, la télévision, j'ai entré en Antena en 95 et je suis les premiers journalistes qui entrent en Antena. Donc, il y a 2-3 animateurs, mais les premiers journalistes, vraiment, Antena me fait l'honneur de me prendre, mais il ne me prend pas comme journaliste, il me prend comme un animateur. Le journalisme, donc, d'Antena, le journalisme, c'est le journal. Donc, le journalisme, c'est donner les infos. Il n'y a pas de service des infos. Alors, comme aujourd'hui, comme à l'époque, j'ai dit non, je vais mettre en place les services des infos. Il faut qu'il y ait un journal télévisé dans cette chaîne. D'ailleurs, nous sommes avant la fin du moboutisme. N'oubliez pas, nous sommes encore dans les partis États. Mais je commence donc à me battre avec mes responsables qui n'acceptent pas, jusqu'à ce que nous mettons en place le journal télévisé. La question que vous me posez aujourd'hui, on me l'a posée à l'époque. Comment vous allez financer cela? Et d'ailleurs, en Antenne, on me dit, on ne peut accepter que si vous trouvez un financement. On en avait trouvé, ce financement. L'argent n'est pas un obstacle pour ceux qui se sont mis en tête de servir les causes nobles. Parce que si vous résolvez un besoin réel dans votre société, la société vous restitue les moyens pour tenir ce besoin. Ça a toujours été ainsi et j'ai toujours pensé à cela. Vous voyez, quand vous regardez dans l'aviation, vous avez aujourd'hui des Boeing, 500 places. Mais il y avait des bimoteurs. Quand on est passé des bimoteurs Boeing 315 places, on veut se dire, mais comment? Nous avons déjà des avions ici, c'est pas facile. Vous allez encore ajouter un Boeing? Non, le progrès est cumulatif. La télévision est venue, pourquoi elle est venue? Parce que, d'une manière ou d'une autre, nous assistons progressivement à la perte de la capacité de lecture dans notre génération, dans notre pays. L'oral et les visuels sont de plus en plus en train de s'imposer. Ce qu'il y a eu comme effet négatif, même s'il y a beaucoup d'effets positifs, le numérique a quand même entraîné une diminution progressive de la littérature et du papier. Donc, au point qu'aujourd'hui, les livres ne sont pas lus, les journaux ne sont plus lus. Alors, comment nous continuons à survivre dans un monde où le public lui-même est en train de muter? Aujourd'hui, quand je regarde les enfants, très peu lisent. Les adultes n'en parlons pas. Comment nous allons survivre? Comment nous allons continuer à servir la cause de la bonne information si les supports que nous utilisons sont en train de devenir désuets? Il est donc, à partir de 2016, 17, 18, la réflexion vient. Et je profite d'une opportunité. C'est à l'époque, c'est que le numérique arrive ici, la TNT est acceptée. À l'époque, c'était difficile d'avoir, quand nous sommes dans l'analogique, on ne peut pas avoir une télévision. Déjà, un émetteur, ça vous coûtait autour de 100 000, 200 000 $. Faire une télévision, c'est pourquoi il y en avait moins de 5, parce que c'était au bas mot $1 million pour faire une télé. Mais quand le progrès technologique nous a permis d'entrer dans la télévision numérique terrestre, ça nous a permis quand même d'accéder à cette technologie, à cette capacité à moindre coût. Ce n'était pas tellement moindre, mais en tout cas à un coût abordable. Raisonnable. Raisonnable. Et il était tout à fait normal que nous puissions
tout en gardant le même fond, servir la communauté pour que le paradoxe congolais d'un pays riche avec des ressources, d'un pays pauvre avec des ressources immenses, se transforme en un pays de puissance. Donc, la vocation de puissance du Congo, nous, en tant que géopolice, nous en faisons notre béaba. Alors, nous devons utiliser donc tous les moyens à notre disposition, notamment la télévision. Vous voyez, nous avons commencé la télé, c'est la TNT, il n'y a pas longtemps, mais déjà, nous sommes presque dépassés parce que nous avons aujourd'hui des télévisions sur les réseaux sociaux, les numériques. Donc il y a des gens, YouTube, il y a des gens qui n'ont pas besoin d'avoir une télé, mais qui sont suivis aussi sur le plan numérique. Le progrès technologique ne doit pas arrêter notre idéal. Nous devons donc toujours trouver la capacité de nous adapter pour voir dans quelle mesure nous continuons à servir. Effectivement, c'est ça, cette capacité d'adaptation. Vous avez dit, vous ne faites pas le buzz, vous ne faites pas tout ce qui est les matu-vus à la télévision, tout ce qui est les jalelo, comme on dit au Congo. Mais c'est dans ce contexte-là que vous devez vous proposer une information authentique, profonde et surtout économique. Comment vous survivez? Parce que le marché, lui, va plutôt de l'autre côté. Non, le vrai marché, le marché de l'information, le vrai marché du bon sens. C'est vrai qu'au début, on va d'abord dans les buzz. Les gens vont vers ce qui s'est dit, ce qui s'est fait très vite, ce dont on parle. Hein? On parle de quoi aujourd'hui? Ces derniers temps, c'est tel. Alors, allons derrière lui, nous pouvons faire passer notre marché, notre message. Mais vous savez, la durée d'un buzz sur les réseaux sociaux, c'est 48 heures. 112 heures, c'est fini. Une maison sérieuse qui veut impacter positivement son public pour avoir des clients avec des habitudes de consommation régulières ne peut pas faire sa publicité sur les buzz. Il faut quand même un peu de contenu, il faut quand même un peu de la permanence. Nous savons que ce n'est pas facile et que beaucoup de gens peuvent dire que bon, nous avons du retard, mais je crois que avec les partenariats, parce que aujourd'hui vous allez voir que beaucoup d'entreprises ont compris que pour survivre, il faut être permanent dans une certaine image publique. Comment préserver l'image publique d'une entreprise compétitive, d'une entreprise citoyenne qui respecte les règles de l'environnement et qui est à l'origine d'une certaine des transformations sociales de la population? Il faut des partenariats solides. Et Géopolis est en train de se battre pour entreprendre de ce type de partenariat. Et c'est derrière ces partenariats solides-là, où vous vous accompagnez mutuellement, médias, entreprises, structures de l'État, structures privées. Nous nous accompagnons dans un bon sens, en ayant la conscience d'alimenter un écosystème économique de prospérité. C'est ça qui va déterminer notre survie. Géopolis survivra grâce à cette économie de survie qui vient de la collaboration. 20 ans après, on a parlé du cheminement du magazine à la télévision que nous sommes en train d'évoquer tout à l'heure là. Lorsque vous regardez en arrière, vous vous dites, qu'est-ce que vous dites comme erreur que vous avez faite, que vous aurez pu faire autrement par rapport au magazine, vous vous serez pris autrement par rapport au magazine, au tri hebdomadaire, à la télévision, pour être encore plus haut que là où nous sommes? Non, ça aurait été simplement de trouver des associés, simplement. Donc, si je voulais... Un peu comme l'ex-président qui cherchait 15 associés. Non, si je voulais avoir moins de barbe blanche aujourd'hui, quand même un peu prématuré, j'aurais dû m'appuyer sur des associés. Des gens avec qui nous allions conjuguer les efforts, nous battre ensemble. Mais est-ce qu'ils allaient supporter les zones de turbulence comme moi je l'ai fait? Conjuguer les efforts, c'est entendu comme effort financier, effort intellectuel. C'est quoi exactement? Tout. Conjuguer ces efforts financiers. Je dis que ça n'a jamais été... Je viens de vous répéter ici que l'argent n'a jamais été un vrai frein pour ceux qui veulent entreprendre quand la cause pour laquelle ils se battent est noble. Il faut d'abord aller au cœur de l'ouvrage. Les moyens de cet ouvrage-là vont venir. Les moyens viennent toujours. Mais ici, je parle d'associations avec des personnes qui pouvaient ne fût-ce que diminuer le coût de la survie de la structure. Mais dans un pays où les associations sont généralement vicieuses, où les partenariats se terminent toujours en trahison et en compromission,
Il y a un conflit parfois, ou le plus souvent. Donc, je crois que le Géopolis a eu son chemin avec ses nombres d'erreurs et d'immaturité, mais je ne vois pas comment on aurait pu faire autrement. Le chemin qu'on a emprunté. Donc on peut dire qu'aujourd'hui vous êtes fier de ce que vous avez produit comme enfant. Bien sûr, je suis fier parce que je vous ai dit, je suis fier surtout de ceux qui sont sortis des Géopolis. Oui, c'est justement ça. Vous êtes présenté comme informateur d'abord avant d'être journaliste. Et ça fait plus d'une centaine qui sont passés entre vos mains. Aujourd'hui, des PDG, des DG d'entreprise, des grands journalistes, des grands conseillers dans les grandes structures. Comment vous faites justement pour transmettre votre héritage, transmettre votre longue expérience, une quarantaine d'années dans la presse, et vous êtes toujours vivant, vous n'avez jamais bradé, semble-t-il, votre indépendance aujourd'hui, ce qui vous prive même aussi des moyens, parce que vous n'avez pas fait de compromission. Mais je vous ai dit, les moyens, il ne faut pas les chercher au prix de son âme. Les moyens, il faut les trouver dans la mesure. Regardez, quand vous allez dans la forêt, ceux qui aiment bien la forêt, vous savez que vous n'allez pas trouver un endroit où on vous dit non, ici c'est les magasins de stock de nourriture du lion. Que le lion a gardé son stock de nourriture ici parce qu'il sait que la vie est dure et que dans la forêt, il a déjà tué 4 à 5 antilopes, il les garde ici. Non, le lion, il mange un jour et il termine ce jour-là, sa fin. Demain, il continue. Ça peut paraître comme de l'irrationalité, de l'irresponsabilité, mais c'est faux. C'est un message plus puissant que ça. Pourquoi nous avons des conflits? Parce que nous voulons toujours en prendre plus qu'on en a besoin. On fait accumuler parce qu'on n'est pas sûr du lendemain. Et pourtant, le lendemain appartient à notre propre volonté. L'homme récolte ce qu'il a semé. Comment l'homme peut continuer à accumuler en ayant peur du lendemain? Pourtant, c'est lui qui fabrique le lendemain. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que il faut mettre la question des moyens au cœur de tout. Quand on a commencé Géopolis, on n'avait pas de moyens. Quand on a commencé la télévision, on n'avait pas de moyens. Je n'ai jamais eu de moyens. Mais je me rends compte que chaque fois que je suis en train d'entreprendre quelque chose, je finis par trouver ce que je cherche. Donc, n'accumulons pas sur notre âme, notre esprit, la pression que vous exercent les moyens, mais faisons un effort constant pour que l'idéal que nous poursuivons, et je le répète encore pour la 10e fois, c'est un idéal de service. Nous devons servir une cause noble. Ici, la cause noble, elle ne dépasse pas le prochain. C'est le prochain, c'est l'autre. Il faut que, à la rencontre avec nous, ce prochain puisse être heureux. Alors, ceux qui sont passés entre les mains des Géopolis, ils sont venus. Nous n'avons pas une école, nous n'avons pas des livres que nous donnons. C'est un mode de vie, c'est une façon de voir les choses et de faire les choses. Exposés à ce mode de vie, les gens retiennent des leçons. Ils ne savent même pas que c'est par rapport à ces leçons-là qu'ils vont devenir puissants. Mais quand ils partent plus loin, ils se rendent compte que, tiens, quand j'étais à Géopolis, ça on me le disait, ça on ne me le disait pas. Il n'y a pas donc d'école. La seule école que nous avons, c'est la pratique au quotidien du devoir du jour. Je vous ai dit, le lion, il mange un jour, et le lendemain, il garde encore la force pour faire la même chose. Si vous accumulez, vous vous reposez. Si vous vous reposez, vous mourrez. Voilà, là on l'avait dit tout à l'heure, comme le titre de l'émission l'indique, 20 ans d'histoire Géopolis du magazine à la télévision. C'est un cheminement, 20 ans, c'est pas rien, 20 ans dans l'écosystème politique et médiatique de la République démocratique du Congo. Il va falloir tenir. Et quelles sont les perspectives aujourd'hui de Géopolis, une maison de presse, et devenir quoi finalement? Géopolis deviendra ce que vous allez décider qu'il devienne. Parce qu'en réalité, c'est un héritage commun. Si j'en suis peut-être le modeste père, mais en réalité, une famille devient ce que les enfants décident. C'est vous qui allez décider qu'est-ce que vous allez faire de l'héritage, comment vous allez développer cela. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez tous des pouvoirs pour pouvoir décider. C'est que les gens, ce que vous suivez à la télévision, ce n'est pas moi qui le décide. Ce que vous écrivez dans les journaux, ce n'est pas moi qui le décide. Moi, je peux de temps en temps regarder pour dire, tiens, ils ont gardé la ligne, je peux un peu corriger. Mais la marche puissante de cette entreprise est entre les mains de ceux qui le dirigent aujourd'hui. Donc, je n'ai pas de perspective à offrir que ce que vous allez décider de faire de l'héritage un peu que vous avez reçu. Et je serai content, comme un grand-père, de voir vos enfants revenir vers moi avec qui on va jouer. Donc, Géopolis va devenir ce que ceux qui sont aujourd'hui aux commandes vont décider.
Le plan, d'ailleurs, vous le savez bien, je ne trahis pas un secret de société. Les plans pour cette année 2026, c'est vous qui l'avez élaboré. Donc, ne dites pas que je suis un peu vieux jeu, mais je le suis vieux jeu. On ne peut pas avoir fait 20 ans sans vieillir un tout petit peu. Donc, il faut que les jeunes que vous êtes, vous puissiez élaborer les plans qui correspondent à vos capacités actuelles et à l'environnement, à la concurrence. Aujourd'hui, vous allez aller sur les réseaux sociaux, vous allez aller dans tout ce que lui, il aime bien, les nouvelles technologies. Les numériques, ouais. Et il faut y aller. Mais il ne faut pas simplement penser que moi, je veux y aller. Non, c'est notre maison. Alors, le moment est venu pour moi de passer un tout petit peu la passe à ceux qui sont jeunes pour continuer. Parce que peut-être dans quelques années, on n'aura peut-être pas besoin de caméras comme ça. Peut-être qu'on va incorporer les caméras dans les oreilles. On ne sait pas. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer dans les innovations. Mais ce qui ne doit pas changer, c'est, je vous ai dit, la noblesse de notre cause. Nous sommes au service de notre pays, au service de nos semblables, pour lequel nous assurons la production d'une information fiable, d'une information équilibrée, d'une information capable d'aider la population à grandir, à devenir noble. Notre but est d'ennoblir systématiquement l'ensemble de notre population au contact de l'information que nous donnons. Ça ne doit pas changer. Parce que là, c'est la vision, et c'est une vision éternelle, parce qu'elle vient justement de cet amour que Dieu nous donne, les uns envers les autres. Mais technologiquement, scientifiquement, peut-être que demain, vous allez construire un bâtiment, qui sait, hein? Mais ça deviendra ce que vous aurez compris. Merci beaucoup, Willy Kalingayi, le directeur général de Géopolis Télévision. Willy Kalingayi, presque 40 ans d'expérience, une soixantaine de vies, toujours jeune dans l'apparence, humble, quelqu'un qui a rencontré beaucoup de gens. Comment on concilie la célébrité, tout ce que vous êtes, pour devenir seulement Willy Kalingayi? Non, je suis simplement Willy Kalingayi et c'est déjà beaucoup ça. Hein? Parce que le nom que vous portez, il est déjà un nom qui a été travaillé par l'alchimie familiale. Vous ne l'avez pas donné, ce nom on vous l'a donné. Quelqu'un s'est battu pour que le nom vous arrive. N'est-ce pas? Quand vous l'avez, alors il faut vivre avec ce nom-là dans toute l'humilité. La seule chose, c'est que je vous ai dit, et je le répète, journaliste, oui, mais star, non. Non, je refuse de me considérer comme étant une finalité. Merci beaucoup. Avec ces messages d'humilité que nous terminons cette émission. Merci à Willy Kalingayi, directeur général de Géopolis Télévision. Je rappelle, un groupe de presse composé d'une télévision, d'une chaîne YouTube, et d'un site internet, d'un journal appelé Géopolis Hebdo et surtout du magazine dont on a célébré le 20e anniversaire. Merci à Dom Oumat et merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Merci. Restez branchés à nos programmes. Merci.